Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire ONU Femmes France Talks à destination des entreprises. Je suis Carlotta Gradin. J'étais vice-présidente plaidoyer depuis une semaine présidente d'ONU Femmes France et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Euh, Juste pour commencer, quelques règles, si vous pouvez couper vos micros pour que Caroline, qui est notre intervenante, puisse avoir en effet voilà, pour que vous puissiez l'entendre au mieux possible. Et je répéterai un peu ça avec aussi les personnes qui vont nous rejoindre progressivement. J'invite aussi le public à poser des questions dans le chat. On aura le temps, bien sûr, avec Caroline, d'y répondre à la fin de la séance. Et je remercie beaucoup Doris qui est à nos côtés et je vois aussi Perrine de l'équipe pour leur soutien et dans l'organisation de ces webinaires. Elles seront à nos côtés pour prendre vos questions et pour tout voilà, sujet technique que j'espère qu'on ne devra pas trop gérer. Mais en tout cas, un grand merci à notre équipe. Je vous propose de commencer le webinaire pour qu'on ne soit pas trop en retard dans notre, voilà, dans notre timeline et vous donner aussi un peu de temps pour déjeuner. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Caroline Terroit-Xavier, qui est la fondatrice de Alliance, spécialisée en recrutement et diversité. Euh, Caroline est diplômée en Sciences Po en ressources humaines et elle se distingue vraiment dans le recrutement d'ingénieurs tech. Depuis 2020, elle travaille avec des grandes entreprises comme Google, Doctolib ou Believe et elle promeut la diversité et l'inclusion, notamment en étant cofondatrice depuis 2017 du Meetup Paris Women in Machine Learning and Data Science, qui regroupe aujourd'hui plus que 5000 membres. Caroline aide vraiment les entreprises à recruter des talents issus des minorités et à optimiser leur process de recrutement. Et donc, elle pourra aujourd'hui, en effet, nous éclairer sur le sujet du mois qui est lié, bien sûr, au mois de juin, qui est le mois du Pride, donc le mois des fiertés. On a choisi cette thématique parce que c'est une thématique qui est très importante pour ONU Femmes, pour les Nations Unies et qui est une thématique très importante aussi pour les entreprises. Et aujourd'hui, on sait que voilà, dans l'Union européenne possède l'une des cadres antidiscriminatoires les plus complètes au monde. Elle promeut les droits des personnes LGBT à l'échelle mondiale. Cependant, bien que l'opinion publique s'améliore sur ces sujets, on sait que plus qu'une personne sur trois qui fait partie de la communauté est toujours confrontée à des discriminations au quotidien, selon un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. La situation varie aussi beaucoup selon les pays, même au sein de l'Union européenne, concernant le mariage homosexuel ou la protection sociale, et dans le monde, parce que c'est ça aussi qui nous caractérise chez ONU Femmes France, on a vraiment cette vision monde, et c'est aussi quelque chose qui vous intéresse en tant qu'entreprise qui agissait même en dehors de la France. Dans le monde, on a beaucoup de disparités. On a les États-Unis qui est un pays généralement ouvert sur ces questions sociales, mais dont 38% des employés LGBT signalent tout de même avoir subi du harcèlement au travail. Et aussi l'Asie-Pacifique, avec beaucoup de contextes très différents, des pays qui ont progressivement installé des politiques, des lois en faveur des membres de la communauté, mais comme Taïwan, par exemple, et de l'autre, des pays où l'homosexualité est réprimée par la loi, où en fait ce sujet est un tabou et où les personnes de la communauté sont aujourd'hui en danger, comme dans des pays comme la Malaisie. Pendant ce webinaire, on parlera un peu des bonnes pratiques à mettre en place au sein des entreprises pour venir en effet promouvoir les droits des personnes LGBT dans le cadre professionnel. En deux mots,
je peux vous dire qu'en effet, les Nations Unies sont très engagées sur ce sujet. Vous avez une initiative qui a été lancée par les Nations Unies, qui a une campagne de sensibilisation pour soutenir les personnes LGBT qui s'appelle UN Free and Equal. Et Doris nous fera le plaisir de vous mettre le lien en chat pour que vous puissiez retrouver tous ces contenus qui sont très utiles en ligne. Mais aussi, les Nations Unies ont lancé des standards, ce qu'on appelle les Standards of Conduct for Business, qui sont des standards qui existaient déjà, disons, dans le droit international des droits humains et qui ont été mis ensemble dans ce document, dans ces documents pour guider les entreprises pour lutter contre les discriminations des personnes LGBT. Et pareillement, Doris vous mettra le lien dans le chat. ONU Femmes est mobilisée et s'engage à promouvoir la pleine réalisation des droits humains des personnes LGBT dans le cadre, bien sûr, de son mandat pour l'égalité de genre. Et on a beaucoup d'exemples qui le démontrent, des exemples de terrain, comme par exemple le soutien des associations de terrain pour défendre et faire avancer les droits des personnes LGBT. Un exemple parlant est celui d'un projet à Cabo Verde où en effet on aide les défenseuses et défenseurs des droits LGBT, mais aussi plus en général, on fait en sorte que ces défenseurs des droits humains, surtout ceux de pays qui n'ont pas, où ils n'ont pas vraiment la liberté d'expression sur ces sujets, puissent s'exprimer dans des enceintes internationales, comme a été le Forum Génération Égalité ou d'autres rendez-vous internationaux à forte influence, comme la Commission sur la condition de la femme ou l'Assemblée générale des Nations unies, toujours à New York. Donc, je termine cette introduction pour vraiment donner la parole à Caroline, qui est notre invitée, que j'ai vraiment remercié du fond du cœur pour avoir accepté notre invitation, parce que Caroline, vous verrez, elle apporte toute son expertise professionnelle, mais aussi sa vision personnelle du sujet, qui pour nous était vraiment précieuse et qu'on souhaitait partager avec vous. Donc, Caroline, je te propose de commencer. J'ai parlé un peu de la situation à l'international. Quel est pour toi, quel constat fais-tu aujourd'hui de la situation pour des personnes LGBT en France et surtout en entreprise? Ouais, merci Carlotta pour la présentation. Et je pense qu'un élément de contexte qui va être important pour tout le monde, c'est que je suis aussi concernée par le sujet. Donc, comme j'ai un point de vue qui est situé, je ne veux pas mettre cette information de côté. Je suis mariée à une femme, je suis une femme lesbienne et je suis aussi maman de 3 enfants. Donc, voilà, pour que vous ayez le contexte. Pour répondre à ta question, Carlotta, en fait, la situation des personnes LGBT en entreprise est assez contradictoire. On peut regarder plusieurs chiffres. Tous les ans, à titre personnel, moi, j'aime regarder le rapport d'SOS homophobie. Et vous verrez, il y a toute une section dédiée en fait au monde de l'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant dans les chiffres, c'est qu'il n'y a que chaque année 142 agressions LGBT-phobes qui sont référencées. Donc déjà, je vais me concentrer là-dessus. Premier élément, on a assez peu de données chiffrées, où en fait, on en a trop peu. En tout cas, à partir de ces 142 cas dont dispose SOS Homophobie, on peut voir que les discriminations ou les agressions qui sont subies par les personnes LGBT, elles le sont quasiment à 50-50, et c'est affolant. Elles sont subies de la part d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique. Et après, vous avez quelques pourcentages. Ça va être des partenaires commerciaux, ça va être des collègues un peu plus distants dans des équipes diverses. Et en fait, moi, ce que j'aime dans ce rapport, c'est qu'à chaque fois, vous avez des exemples. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de comment est-ce que ça se cristallise au travail. Donc, typiquement, vous voyez, il y avait une conductrice de taxi qui, en fait, s'était vue changer, enfin, ses collègues masculins avaient changé sa photographie de profil sur l'application par des parties génitales, parce qu'ils trouvaient ça drôle. Vous avez des cuisiniers qui sont mis de côté par leur compère, enfin leur père masculin, qui en fait subissent moquerie de façon quotidienne. Donc on est dans le cadre du harcèlement. Et ensuite, deuxième élément que je pourrais mettre en lumière, ce sont les chiffres du défenseur des droits, naturellement.
Et on peut voir que lorsque le défenseur des droits est saisi, dans 23% des cas, c'est lié à une discrimination qui a lieu dans le cadre d'un emploi dans le secteur privé. C'est la saisie la plus conséquente. Et ensuite, vous pouvez voir malheureusement qu'on n'a pas beaucoup de données chiffrées parce qu'il n'y a que 1 ou 2% des cas de saisine qui ont lieu en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc, pour répondre à ta question, en France, les chiffres, on aimerait bien en avoir davantage. Et quand on les a, ils ne sont pas très encourageants, ils sont même plutôt déprimants. Ensuite, j'ai quand même envie de conclure ma réponse en disant qu'il y a tout de même des initiatives qui sont menées en local et que rien ne se fait sans la mobilisation, soit des équipes dirigeantes, soit des salariés, soit des instances représentatives du personnel. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais moi je pourrais vous donner aussi plein d'exemples de choses qui sont faites pour améliorer l'inclusion des personnes LGBT. Et je vais arrêter là. C'est pas juste des personnes LGBT, c'est favoriser en fait la façon dont on travaille ensemble au travail. Et souvent, quand on se concentre sur une minorité, on va améliorer des processus, le vocabulaire qu'on choisit, non pas pour spécifiquement les minorités, mais pour l'ensemble de ses salariés. Merci beaucoup, Caroline. En effet, le constat que tu fais sur les chiffres, c'est un constat qu'on peut faire aussi plus généralement sur les chiffres, sur l'égalité de genre, etc., parce qu'on prône de plus en plus l'utilisation de ces indicateurs qu'on appelle sexo-spécifiques, justement pour avoir aussi la différence de genre. Et cela aussi me porte à faire la transition vers la prochaine question, parce que comme tu dis, on a très peu de saisines. Mais cela aussi représente tout de même que le sujet est encore un tabou parce que souvent on considère que l'orientation sexuelle relève de la vie privée, mais seulement lorsqu'il s'agit de couples homosexuels. Parce que lorsque c'est des couples hétérosexuels, au bureau, on a vraiment beaucoup plus de liberté de parole, on se sent beaucoup plus libre d'échanger. Alors que quand ça relève en effet de couples homosexuels, on sent qu'il y a encore un tabou et que beaucoup de collègues, ou en tout cas dans l'environnement de certaines entreprises, on trouve que cela devrait relever de la vie privée et que du coup, cela ne devrait pas faire partie en fait des discussions courantes. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait discuté. Moi, ce que j'aimerais bien que tu partages aussi, c'est ton expérience personnelle. On parle souvent de ce qu'on appelle le coming out. Et donc, qu'est-ce qui... Pour toi, comment tu as vécu aussi, comment tu vois les choses dans les entreprises aujourd'hui à ces sujets, notamment sur la différence entre la vie privée et du coup aussi, et bien sûr, l'orientation sexuelle et ta propre expérience en tant que femme lesbienne qui a travaillé en entreprise et qui travaille actuellement avec, bien sûr, des entreprises. Ouais. Je vais faire ma réponse en 2 temps. C'est que je vais vous citer 2 études et ensuite je vais vous parler de mon expérience. Il y en a 2 qui sont, je trouve, intéressantes. Il y a une première étude qui était sortie en 2020. C'était un partenariat entre le BCG et le magazine Tétu. Et en fait, on voyait que en 2020, il n'y avait que 43% des personnes LGBT qui étaient out au travail, donc dont on connaissait l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et ce qui était intéressant, c'était que par rapport à 2 années avant cela, il y avait une régression de 11 points. Donc voilà, ça c'était intéressant de voir que, en fait, c'est fluctuant. Des fois, on pense que ça va mieux, des fois, ça régresse. Donc, il faut toujours garder un œil sur ce genre de sujet et avoir des données, encore une fois. Deuxième étude que j'ai envie de citer, c'était une étude de l'Autre Cercle. Donc, c'est une organisation française qui est assez connue auprès des entreprises du CAC 40, mais pas uniquement. Donc, ils ont une charte pour favoriser l'inclusion des LGBT. Et il y a un peu plus, ça doit être 1 an et demi, ils avaient sorti une étude sur la visibilité des femmes lesbiennes au travail. Et je vais vous parler de choses pratiques. En fait, il y avait quasiment 38% des femmes qui n'avaient pas indiqué le nom de leur épouse ou de leur compagne dans la mutuelle. Et vous savez, quand on est salarié, on est obligé
ou alors il faut justifier que son mari ou que son épouse a déjà une mutuelle à disposition. Donc 38%, c'est quand même assez significatif. Et il y avait un nombre encore plus conséquent de femmes lesbiennes qui, lorsqu'elles étaient invitées à un événement professionnel avec leur conjoint ou conjointe, je dis conjoint parce qu'en fait, tu l'as dit, il y a toujours une présomption d'hétérosexualité et en fait, souvent on dit, bon, Nathalie, tu vas venir avec ton mari. En fait, il y avait plus de 40% de femmes lesbiennes qui y allaient seules et qui n'y allaient pas avec leur compagne. Par crainte, vous voyez, des discriminations et des conséquences sur le long terme. Donc, on ne peut pas laisser ces informations de côté. À titre personnel, moi, j'ai fait mon coming out de façon... je ne l'ai pas vraiment voulu. En fait, je suis obligée de revenir 10 ans en arrière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2012, il y avait un débat très intense, on va le dire comme ça, autour du mariage pour tous. Et donc, toutes les 2 semaines, nous avions dans la rue des manifestations issues de la Manif pour tous, qui était une organisation qui luttait contre le mariage pour tous. Et il s'avère que dans ma première expérience professionnelle, eh bien, ma responsable et la seconde responsable participaient à ces manifestations toutes les 2 semaines et en parlaient très ouvertement au travail. Il faut imaginer que moi, j'avais 22 ans, j'avais pas encore mon diplôme dans la poche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai choisi de cacher un élément de ma vie personnelle qui était quand même assez significatif. Et en fait, j'avais trop peur. Et surtout, je manquais d'assurance. Et l'année suivante, j'ai signé mon premier CDI. Et il s'avère que je l'ai signé avec 2 autres camarades de ma promotion. Et en fait, je me suis retrouvée devant une situation que je n'avais pas prévue. C'est, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle de mon homosexualité ouvertement et j'évite de demander à 2 autres personnes de mentir avec moi? Ou est-ce que j'embarque 2 autres personnes dans un mensonge? Et comme je connaissais le goût et le poids du mensonge, j'ai décidé en fait de parler très ouvertement de ma compagne de l'époque. Et je vais vous dire, c'est à ce moment-là où ça m'a... Enfin, en fait, c'était une non-information dans cette entreprise-là spécifiquement. Et depuis, à chaque fois que je rejoins une nouvelle entreprise, à chaque fois que je rencontre un client, je dis de façon très naturelle mon épouse, ma compagne, pour que, en fait, vous voyez, ça normalise ce genre de situation. Et malheureusement ou heureusement, quand on est LGBT, on doit toujours faire un petit peu de pédagogie. C'est-à-dire que, voilà, dire à quelqu'un, c'est peut-être pas le bon mot, moi, j'aurais pas posé question comme ça, et pour provoquer du changement autour de soi. Et donc, voilà, et je me rappelais du film Harvey Milk, où lui-même, voilà, il y a eu un chemin avant qu'il soit out aux yeux de tout le monde. Et je me suis dit, le changement, c'est pas juste macro, il faut aussi pouvoir le ressentir au niveau micro. Voilà pour répondre à ta question. Merci Caroline et merci d'avoir partagé en effet ces côtés très personnels de ta vie. Et ce que tu dis aussi me fait aussi penser au rôle des alliés et qu'on est toutes et tous, qu'on on ne fait pas partie de la communauté parce que souvent, il faut se le dire, c'est un sujet qui peut crisper, notamment lorsqu'on on va aussi sur les sujets liés à la transidentité, etc. Et qui souvent des fois, on ne sait pas vraiment comment employer les mots. Et quand c'est fait dans le respect et dans la bienveillance, on a tous aussi notre rôle à jouer pour faire changer un peu les mentalités et pour voilà, même demander tout simplement comment on souhaite qu'une personne soit avec quel pronom, par exemple, utiliser avec une personne, ou ne pas en effet avoir tout de suite avoir cette présomption d'hétérosexualité, justement pour être le plus inclusive possible. Et aussi, on a tous un peu une marge d'erreur parce qu'on est humain et qu'on on a grandi avec un certain nombre de stéréotypes et des biais qu'on
qu'on peut avoir et que ces biais, malheureusement, c'est pas parce qu'on fait une formation sur les stéréotypes et sur les biais, on va pas les casser du jour au lendemain. Et donc, c'est un travail un peu de longue haleine et qui justement, chacun d'entre nous, même ceux et celles qui sont expertes du sujet, doivent faire. Et cela me porte du coup à ma prochaine question. Caroline, comme on l'a dit en introduction dans ta biographie, tu apportes un soutien aux entreprises, aussi à des entreprises du CAC 40. Selon ton expérience, quels sont les défis couramment rencontrés par les entreprises? Comme tu le sais, aujourd'hui, on a ce webinaire est bien sûr à destination des entreprises et elles sont preneuses de toutes bonnes pratiques, bien sûr, à mettre en place. Quelles sont quelles stratégies, en effet, tu recommandes pour surmonter ces challenges que tu as, par exemple, identifiés au sein des entreprises que tu peux accompagner? Première chose qui est évidente, c'est que souvent, les entreprises ne savent pas comment traiter le sujet et par où commencer. Donc en fait, là, moi, je dis toujours, essayez aussi de vous faire accompagner par quelqu'un de l'extérieur. Et je ne dis pas ça parce que ça peut être moi dans ce cas-là. Mais en fait, avoir quelqu'un de l'extérieur, ça évite d'être jugé parti dans certains sujets. Donc, comment est-ce qu'on traite le sujet? Souvent aussi, les grandes entreprises que j'ai pu rencontrer qui ont une teinte à la fois internationale et locale, elles ont un sujet, c'est comment avoir un dénominateur commun et s'adapter en fait aux législations locales. Ben, en fait, là, il y a plein d'allers-retours à faire, c'est-à-dire, vous voyez, moi, je pense souvent à la RGPD, à ce sujet-là, prendre le pays qui est le plus exigeant sur le sujet et en faire d'une certaine façon la norme. Donc là-dessus, je vais vous donner plein d'exemples, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais donc, par où est-ce qu'on commence? Et souvent aussi, moi, je trouve qu'il faut rendre objectif ce type de conversation. Je m'explique. Vous pouvez mener, vous voyez, des sondages internes complètement anonymes, basés sur l'autodéclaration et faire en sorte d'avoir en fait en votre possession des chiffres sur vos salariés et pas juste sur leur identité de genre, mais ça peut être sur le handicap, ça peut être sur leurs âges, les diplômes dont ils disent. Ça risque d'être très mal perçu. Parce qu'il est vrai que ça touche au domaine de l'intime, mais je ne vous apprends rien, l'intime, on ne le met pas de côté quand on arrive en entreprise. Vous voyez, à la machine à café, on parle tous de nos week-ends respectifs, on parle tous, vous voyez, quand on fait une PMA, c'est pas quelque chose qui est réservé aux couples de femmes. Beaucoup de couples hétérosexuels ou de personnes seules font le chemin d'une PMA. Donc, on ne laisse pas le domaine privé et la sphère intime à l'extérieur de l'entreprise. Maintenant, je vais peut-être vous donner 2-3 exemples que moi je trouve intéressants. C'est qu'il y a plusieurs points de départ. L'un d'entre eux, c'est avoir une équipe dirigeante qui est sponsor sur différents sujets. Je peux penser à une banque de financement où vous avez chaque membre du board qui va être sponsor sur les sujets de genre, de handicap, LGBT, parentalité, etc., etc. Et donc, quand on voit son comité exécutif être impliqué sur ces sujets-là, forcément, vous voyez dans les équipes, dans la politique RH, dans la communication, ça va en fait se ressentir et logiquement, ça se sent aussi dans la façon dont les gens interagissent entre eux. Première chose. Deuxième élément, ça peut venir en fait d'une demande ou d'une initiative qui vient des employés. Donc là, je peux penser à un constructeur automobile qui avait travaillé avec ses instances représentatives du personnel, donc ses syndicats, et en fait, ils avaient mis en lumière qu'il y avait énormément de blagues homophobes, racistes, qui étaient prononcées au sein des usines. Et en fait, les personnes concernées étaient seules face à ce genre de situation. Et donc, ils avaient mis en place un système de référents, donc qui avait un badge, dont le badge avait un liseré avec le drapeau arc-en-ciel et d'autres symboliques pour que, en fait, vous voyez, physiquement, on dise, voilà, c'est pas OK de faire ce genre de blague. Et si vous vivez une situation délicate, vous pouvez directement vous rapprocher de quelqu'un et ne pas rester seul. Donc ça, c'était très intéressant.
Et je vais finir par un troisième exemple qui va faire écho au premier. Je pense à une PDG d'une entreprise qui est cotée en bourse aux États-Unis. Il s'avère que c'est une femme lesbienne et en fait, elle prend la parole publiquement sur les discriminations qu'elle a vécues. Je peux vous dire que dernièrement, quelqu'un en fait a fait un commentaire lesbophobe lors d'un séminaire où toute l'entreprise était réunie. Eh bien, cette personne aujourd'hui ne fait plus partie de l'entreprise. Et je pense que là, je vais faire peur à beaucoup de gens, mais il faut aussi être exemplaire. C'est qu'on ne peut pas signer des chartes et laisser de côté des actions qui sont répréhensibles par la loi. Vous voyez, une blague, un commentaire, lorsqu'il est raciste ou homophobe, il est avant tout raciste et homophobe et c'est interdit par la loi. Et là, on peut penser à l'ONU, même s'il y a des cultures différentes et donc des histoires différentes entre les pays, quand on a signé les traités, on s'engage à combattre certaines discriminations et celle liée à l'orientation sexuelle est clairement indiquée. Merci Caroline. Et oui, après, en effet, sur ces sujets, on peut mettre en place, on peut commencer avec la mise en place de, voilà, de procédures, de processus pour qu'en effet, les collaborateurs se sentent de plus en plus protégés. Et ça va en effet, comme tu l'as dit, par exemple, pour ces constructeurs automobiles, pour qu'ils sachent aussi vers qui se tourner parce que souvent, ils ne savent pas trop à qui en parler. Si c'est par exemple leur supérieur hiérarchique, eh ben, à qui en parler, ils en parlent avec les RH. Mais du coup, voilà, clarifier aussi le process peut aussi aider les collaborateurs, même ceux qui n'ont pas subi des discriminations, mais à se sentir plus protégés et inclus dans l'entreprise en général. Et je reviens juste sur quelque chose que tu as dit au début. On sait aujourd'hui, tu parlais de données, et on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas récolter des données sur les personnes en situation sur les personnes de la communauté, mais aussi, par exemple, sur l'identité de genre, sur l'ethnicité, etc. Mais on a d'autres moyens d'action justement pour récolter ces données. Ce sont par exemple les questionnaires internes où on peut de façon on peut y ajouter des questions sociodémographiques, par exemple optionnelles, pour que le collaborateur puisse dire s'il fait partie de la communauté, s'il a un handicap visible ou invisible, s'il fait partie d'une minorité. Et du coup, vous avez tout ce trésor de questions qui sont anonymes et qui, bien sûr, sont optionnelles, mais souvent, le plus vous commencez à construire cette culture inclusive, le plus ces personnes vont parce que c'est anonyme, bah, se dire, voilà, je vais le déclarer de façon anonyme. Et le plus, vous allez avoir des chiffres à comparer et du coup, des politiques à mettre en place selon vos besoins en interne. Et donc, voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être faites malgré certaines interdictions, bien sûr, par la loi, notamment en France ou en Europe en général pour la RGPD sur ces questions. Et ça, du coup, ça me mène un peu, donc, ces côtés aussi international à ma prochaine question, Caroline, c'est qu'aujourd'hui, on sait, dans nos partenaires, on a des personnes qui travaillent dans des groupes internationaux et souvent, on a une question qui revient à chaque fois. OK, en France, on peut faire ci, mais qu'est-ce qu'on fait dans les pays où l'on sait que ces sujets est tabou, voire illégal, comme par exemple, on disait au tout début la Malaisie ou des pays du Moyen-Orient, comment on traite ces sujets, même tout simplement, si on veut, sans aller jusqu'à les politiques, disons, internes, mais des campagnes de communication, comment en fait on peut faire en sorte comment on peut traiter ces sujets et qui est très difficile parce que justement, ça, sur certains pays, ça frôle l'illégalité. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment protéger nos collaborateurs. Quelles sont un peu tes recommandations ou ce que tu as pu constater avec des groupes internationaux? Déjà, première chose, tabou ne veut pas nécessairement dire illégal. Et donc, il faut bien distinguer ces deux sujets. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'Inde, où c'était un sujet tabou et c'était également, voilà, il y avait jusqu'en 2018, l'homosexualité était criminalisée, enfin, était
c'est en 2018 que l'homosexualité a été dépénalisée. Et donc, forcément, vous voyez, il faut composer avec donc, la culture des régions, des pays et la loi, en fait, qui est instaurée. Je pense aussi, par exemple, quand souvent les gens me disent oui, le Moyen-Orient. Alors déjà, le Moyen-Orient n'est pas un pays, hein, mais si on regarde les Émirats arabes unis, alors là, c'est tout à fait autre chose parce que c'est illégal et c'est aussi un sujet de sécurité pour les salariés parce que leur intégrité physique peut être remise en cause. Je peux également nommer la Russie sur ce sujet-là. J'ai beaucoup de clients qui souhaitaient promouvoir et générer des mobilités géographiques pour des salariés. En l'occurrence, ça a été plus compliqué que prévu parce que c'était des salariés LGBT. Et donc la question s'est posée de est-ce qu'un homme gay directeur d'une banque y va ou pas? Je peux vous donner la réponse, c'était non. Mais le salarié en question avait très peur parce qu'il s'est dit, bah voilà, je refuse une promotion, est-ce que ça va m'empêcher ensuite d'évoluer professionnellement, etc. Et là, je vais vous parler de quelque chose aussi que je connais bien, le Japon. Par exemple, il y a une grande entreprise japonaise qui travaille partout dans le monde. Le Japon ne reconnaît pas aujourd'hui le mariage entre les personnes de même sexe. En revanche, en tant qu'entreprise, on peut être un vecteur de changement. C'est-à-dire qu'on peut proposer des avantages et des bénéfices qui sont plus généreux via son entreprise que via la loi du pays où on exerce. Et donc, cette entreprise japonaise propose les mêmes congés parentaux ou le même soutien financier pour le coparent pour les familles LGBT. Donc voilà, en tant qu'entreprise, c'est intéressant parce que je pense qu'on a la possibilité de faire mieux que ce que la loi peut nous autoriser. Et ensuite, je pense que c'est un sujet aussi stratégique que l'on doit aborder. C'est si on se positionne sur un sujet qui est tabou dans un pays où on exerce, comment le faisons-nous pour être à la fois fidèle à notre identité et montrer un autre exemple? J'espère que je suis assez claire parce que c'est pas très simple comme question, sans, vous voyez, être dans les stéréotypes et en même temps vous donner des exemples pratiques de ce qui se fait. Oui, bien sûr, Caroline. Et voilà, n'hésitez pas en effet à poser aussi vos questions sur le chat, surtout sur cette question. Oui, si tu Ouais. veux compléter. Oui. Souvent aussi, je ne sais pas si ça fera sourire tout le monde, mais je dis souvent à mes clients, vous ne pouvez pas être libéral du point de vue économique et ne pas l'être du point de vue des mœurs. Ça va un peu de pair. Voilà, Mm. je sais que je provoque un petit peu en disant ça, mais ça, en général, ça fait réfléchir. Oui, absolument. Et ce qui en fait, déjà, il y a deux choses que moi j'ai retenu aussi de ce que tu as dit. La première, c'est vraiment d'être quand on est, de connaître en fait ce qui existe dans les différents pays pour justement ne pas mettre en danger les collaborateurs et après aussi faire en sorte que l'entreprise devienne en fait un safe place, donc un lieu sûr, sécurisé pour les collaborateurs où en fait ils savent qu'ils peuvent être eux-mêmes dans les enceintes de l'entreprise et bien sûr dans la confidentialité, tout en vivant dans un pays en effet où, comme tu dis, soit le sujet est tabou et c'est un sujet, soit il est illégal et c'est encore un autre sujet. Mais en fait, on pourrait en effet avoir cette capacité de mettre en place des actions qui permettent aux collaborateurs dans ces pays de se sentir en sécurité quand ils franchissent la porte de l'entreprise. Et donc, voilà, c'est beaucoup de travail, bien sûr, de sensibilisation, voilà, de sensibilisation, mais aussi voilà, de politique, etc. Mais après, il y a aussi tous les
conséquences qui vont suivre, non seulement le bien-être, bien sûr, des collaborateurs, mais aussi la rétention des talents qui vont rester fidèles à une entreprise qui les protège, mais et aussi, disons, en effet, l'alignement sur des valeurs qui sont ceux de, voilà, de l'inclusion et de la diversité que les entreprises peuvent vouloir en effet promouvoir. Et si par exemple, c'est des entreprises qui ont une clientèle, par exemple, qui peut être aussi faire partie de la communauté, c'est aussi un bon signal à envoyer et donc aussi au niveau business pour les entreprises. Oui, Caroline. Ça, typiquement, c'est un sujet qui, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est que certains services vont effectivement voir cela comme un avantage et d'autres vont craindre de par en fait la nature de leurs clients, de par la nature de leurs interlocuteurs. Donc le changement n'est jamais simple. Mais et là, moi j'aime bien être optimiste. Vous voyez, la Thaïlande a voté une loi qui fait qu'aujourd'hui des personnes de même sexe peuvent se marier il y a quelques semaines de cela. Et parallèlement, dans d'autres pays, on va régresser. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est en mouvement. Et je vais rebondir sur un terme que tu utilisais tout à l'heure, que j'ai assez peu énoncé, mais qui m'importe beaucoup, c'est la notion d'allié. C'est que quand on est concerné, en fait, le sujet nous est assez évident, vous voyez. Par contre, on a besoin du plus grand nombre pour traiter ces sujets-là. Et moi, je parle des LGBT-phobies autant que du racisme, que de la discrimination que subissent les personnes handicapées, les personnes qui ont plus de 50 ans, vous voyez, dans la tech, c'est très difficile pour elles. Moi, j'aime bien, en fait, que on s'intéresse à autre chose que ce qu'on connaît soi. Et les alliés, sans eux, il n'y a rien qui se fera. Et souvent, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que mes interlocuteurs, c'est des parents qui, en fait, découvrent que leur enfant est LGBT, qui ont besoin de soutien. Ça va être des gens qui, en fait, vont évoluer. Je pense à une responsable d'un grand assureur français qui a fait son coming out aux alentours de 45 ans. En fait, on peut être plus ou moins concerné par le sujet. C'est pas juste un truc qui appartient à la communauté LGBT. Et ça, si vous pouvez retenir une chose de cette intervention, c'est ça. C'est qu'on a besoin de tout le monde pour travailler sur ce sujet. Merci, Caroline. Je te poserai la dernière question avant d'ouvrir aux questions, parce que et tu l'as un peu abordé lors d'une précédente, voilà, la notion de sponsorship et donc de sponsor. Aujourd'hui, on sait, comme tu l'as dit, que le sponsorship au plus haut niveau est essentiel pour avancer sur certains sujets, notamment les sujets liés à l'inclusion et à la diversité. De quelle manière, selon toi et selon ton expérience, on peut embarquer ce leadership et dans quelle manière, en effet, comment ils peuvent montrer cet engagement pour les sujets liés à l'inclusion, qui soient là aujourd'hui spécifiquement liés aux questions LGBT, mais qui en fait se répercutent également sur d'autres sujets comme le handicap ou l'égalité de genre, etc. À nouveau, question pas simple, mais Ouais. aujourd'hui, voilà, on se challenge pour nos partenaires. En fait, le sponsoring, alors, je voudrais vous rassurer, tout à l'heure, j'ai parlé de libéralisme économique, mais tout n'est pas qu'argent. Alors, pour avoir un sponsoring de qualité, il faut déjà de la volonté. Il faut que les personnes elles-mêmes soient motrices, motivées par le sujet. Et là, souvent, j'aime bien... j'ai un exemple d'un PDG qui a un des membres de sa famille qui est en situation de handicap. Eh bien, aujourd'hui, cette entreprise, c'est une des entreprises de la tech qui recrute le plus de personnes handicapées. Donc, avoir aussi la volonté, et ça, c'est gratuit. Donc, on aime bien. Deuxième chose, c'est que le sponsoring, ça passe aussi par des rendez-vous réguliers où on parle de la thématique et où on fait le point sur notre progression, sur les actions qu'on a pu mettre en place. Vous voyez, je pense à, tiens, on a changé les mots dans notre formulaire d'intégration RH quand on demande, vous voyez, on demande partenaire et non plus époux-épouse. Donc, faire état, en fait, des changements qu'on met en place et de leurs conséquences. Ça peut être aussi intéressant. Et après, il faut aussi avoir des budgets dédiés. Parce que l'intention, c'est chouette, mais les actions, parfois, ça requiert
un budget dédié. Donc là, je pense que je vais vous laisser être les plus créatifs et créatifs possibles, mais il y a pléthore d'idées. Et dernière chose, pour celles et ceux qui voilà, savent pas trop comment s'y prendre, qui n'ont pas beaucoup de budget, sollicitez les associations. Vous voyez, moi, à titre personnel, chaque année, je fais un don auprès des SOS Homophobie parce que j'utilise leurs travaux de façon très régulière. Je ne peux pas leur accorder du temps, c'est une grande source de frustration. Par contre, j'essaye de les aider financièrement. Et je sais que c'est pas que le rapport, c'est les actions qu'ils vont mener auprès d'entreprises, auprès d'organisations. Donc voilà, essayez aussi de réfléchir à ce genre de choses. Et quand on est dirigeant ou dirigeante, on a forcément des idéaux qui nous habitent. Pourquoi est-ce que on occupe telle fonction? Pourquoi est-ce qu'on a créé telle entreprise? Bah, je pense qu'il faut aussi qu'on crée son unicité. Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Ça peut être, je sais pas, moi, avoir une équipe strictement paritaire. Ça peut être avoir le plus grand nombre de nationalités dans mes équipes. Voilà, rêvez un peu et définissez-vous une ligne de conduite. Et franchement, ça donne lieu à de belles histoires souvent. Merci Caroline. Et moi, une chose que je voudrais bien ajouter, mais qui reprend en fait ce que tu as dit au tout début, par expérience, c'est aussi vraiment connaître en fait les personnes qui sont au COMEX voilà, les top managers pour connaître justement leur passion et les points où ils vont être les plus motivés justement. Par exemple, s'ils ont une personne dans leur famille qui est en situation de handicap, ou par exemple si eux-mêmes font partie de la communauté, ou par exemple ils ont eu une expérience qui les a touchés sur un sujet spécifique, parce qu'elles peuvent vraiment faire la différence justement par cette expérience personnelle, par cet intérêt personnel, et parce que justement ils ont cette aura et cette influence qui leur permettra, comme tu le dis bien sûr, après avec les moyens, des moyens dédiés, etc., mais de faire la différence et de faire en sorte qu'on embarque toute l'entreprise avec eux. Donc, C'est oui, aussi pour ça que j'ai accepté de témoigner et que moi, de façon régulière, je prends la parole publiquement. Je ne sais pas comment le dire avec élégance, mais moi, je ne prends pas un plaisir significatif à rappeler que je suis lesbienne, etc. Mais je sais que moi, ça m'a manqué dans mon enfance d'avoir des exemples de femmes épanouies, de femmes un peu différentes, et donc juste incarner autre chose. Effectivement, les passions des gens, c'est super. Par exemple, là, j'avais un de mes clients, il a invité tous ses collègues parce qu'il est dans une chorale et il donnait un concert dans un super lieu à Paris. Voilà, dévoiler qui vous êtes, montrer un peu toute l'étendue de qui vous êtes. Et en fait, c'est comme ça que la tolérance, elle s'installe et que la compréhension s'installe aussi. Et peut-être avant qu'on on passe aux questions, je me permets peut-être de recommander un livre que je trouve très très bien, qui vient de Sciences Po Presse, qui s'appelle Les discriminations au travail. Il y a tout un chapitre sur les LGBT, mais il y a aussi des chapitres sur les femmes, sur l'ethnicité, la religion, l'âge et l'apparence. Et quand on ne sait pas par où commencer, ou quand on a besoin en fait de comprendre un peu un contexte un peu plus général, c'est un bon point de départ. Voilà, je vous le remontre au cas où. Voilà. merci Caroline. Je le mets dans le chat parce que Ça marche. oui. Parfait. Du coup, voilà, j'ouvre maintenant à vos questions. Voilà, on a déjà une question par Catherine Reicher, qui est notre vice-présidente communication. Bonjour Catherine, ravie que tu sois parmi nous. Comment peut-on aider à faire avancer la cause à titre individuel dans notre quotidien et au travail? Ah, j'aime beaucoup cette question. Déjà, il faut essayer de composer avec ce qui nous met à l'aise, nous. Vous voyez, typiquement, moi, je force personne à faire son coming out parce que parfois, on n'est pas prêt. Voilà, c'est un chemin. Mais déjà, en parlant de sa vie personnelle, ça peut aider. Et là, je vais vous partager une autre anecdote. Il y a quelques années de cela, avant que je rencontre mon épouse, j'ai fait une conservation d'ovocytes en Espagne, puisque c'était impossible de le faire en France. Et en fait, je venais, au moment où j'étais en train d'être stimulée,
je venais de commencer un nouveau travail. Et sauf que, en fait, quand vous pouvez faire de votre fonction, vous le savez un peu la veille pour le lendemain, et c'est littéralement comme ça que ça se passe. C'est qu'on vous appelle et on vous dit, Madame, venez, c'est bon. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mens, encore une fois, et je suis cachotière et je vais avoir l'air bizarre auprès des gens, ou est-ce que en fait, je leur dis ce que je suis en train de faire? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai dit à mon responsable, qui a été très soutenant, et surtout, en fait, il m'a demandé l'autorisation de pouvoir le dire à toute notre équipe, et il faut savoir que j'étais la seule femme au sein d'une équipe uniquement masculine. Et en fait, c'était très touchant, puisque comme un effet boule de neige, j'ai 3 autres collègues qui sont venus me voir, qui m'ont dit si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Avec ma compagne, on fait une PMA. Et en fait, simplement en disant la vérité, moi, ça m'a permis de déconstruire mes propres idées reçues sur la PMA, par exemple. Et en fait, on a tous et toutes la capacité d'être un exemple pour quelqu'un d'autre. Donc, au-delà de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, euh, essayez en fait de voir les moments. Souvent, c'est les premières rencontres quand on rencontre un client. Alors, t'es marié, t'as fait quoi ce week-end, machin. Essayez de voir si vous pouvez pas, voilà, parler simplement. Ensuite, peut-être vous rapprocher de groupes internes que vous pourriez avoir dans vos entreprises respectives qui travailleraient sur ce sujet-là, sur l'inclusion des LGBT. Euh, Après, là, c'est plutôt la citoyenne qui parle, mais faire partie d'une association, ça peut être très utile et ça peut vous permettre aussi d'en parler de façon très objective au travail, de dire, bah, écoutez, là, ce week-end, j'ai fait une sensibilisation dans dans une asso, dans tel département. Voilà, essayez en fait de donner des exemples de ce qui se fait et de la même façon, quand vous avez des exemples qui sont tristes, parlez-en. Euh, voilà, j'ai un couple d'amis qui a été agressé ce week-end, etc., etc. Parce qu'en fait, on a aussi besoin d'améliorer les choses et donc d'avoir conscience de ce qui se passe. Voilà, je m'arrête là, mais on pourra en parler plus. Et Merci. je vois une autre question. Oui, est-ce que malgré votre coming out assumé, entre guillemets, vous subissez encore de la discrimination ou des propos négatifs? Après, voilà, tu es, sens-toi libre de répondre ou pas. Oui, oui. Alors, de moins en moins dans le cadre professionnel, parce que, et ça, je sais que c'est un luxe et une chance que j'ai cultivé, c'est que souvent mes clients viennent me voir pour qui je suis, et comme je prends la parole régulièrement, en général, ils savent que je suis LGBT. Euh, mais ça peut m'arriver d'avoir des clients qui, de ce fait, par esprit de provocation, qui, vous voyez, à l'occasion d'un déjeuner, vont venir me parler de statistiques et les manipuler de façon assez malhonnête, qui vont venir me faire des blagues que je trouve absolument pas drôles sur mais est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas rencontré le bonhomme au préalable? Bon, ce sont des grands classiques. Et en fait, les discriminations que je peux subir, je peux vous donner des exemples, c'est plutôt dans ma vie personnelle. Vous voyez, quand on a eu notre petite fille qui a quelques mois, typiquement auprès de la CAF, j'ai eu des démarches à faire et je me suis appelée Monsieur Caroline pendant quelques semaines. J'étais enceinte de 7 mois et demi, j'étais furieuse et j'ai découvert la médiation de la CAF et de la sécurité sociale qui a été d'une grande aide là-dessus. Et après, avec mon épouse, dans certaines régions, ça j'ai assez honte de vous le dire, mais je dois l'admettre, je vais faire attention. Vous voyez, je ne vais pas lui prendre la main, je vais avoir le moins de gestes affectueux, parce qu'en fait, j'ai peur pour notre sécurité physique. Mais en général, j'essaye d'aller en vacances ou en week-end dans des lieux où je n'ai pas à réfléchir à ce genre de choses, mais ça m'arrive encore. Merci pour ton partage et comme dit Catherine, merci pour ta sincérité, Caroline. C'est pas toujours très simple, en effet, d'en parler. Et donc, encore merci pour cela. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je n'ai une, mais du coup, j'aimerais bien savoir si parmi nos participants et participantes, n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro si vous voulez la poser directement à Caroline. On attend les 8 secondes
de silence qui... Voilà, donc pas de questions. Donc je me permets... Ah oui, merci Caroline, c'est toi qui as écrit avec le rapport de SOS Homophobie. Donc la dernière question, et du coup ensuite on vous libère pour déjeuner. Moi j'avais une question plutôt liée au réseau, parce qu'on sait que de plus en plus les entreprises créent des réseaux internes un peu à l'américaine. On parle de ERG, donc Employee Resource Groups. En France, on parle plutôt de network, de réseau. Quelle est ta vision sur ces réseaux internes, notamment par exemple des réseaux sur la communauté LGBT en entreprise? Et bien ça, c'est un des sujets qui est les plus difficiles à traiter. Je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais en fait, vous voyez, j'aime bien déjà les mots que tu as employés. C'est que tu n'as pas parlé de communauté, enfin pas à ce moment-là, mais en France, on peut parler de groupe affinitaire. Parce que en fait, dans certaines entreprises, le terme communauté, il est perçu de façon péjorative. Et ça, c'est un grand regret parce qu'on peut faire communauté autour de plein de sujets. Moi, je pense, typiquement, je suis très sportive. J'ai toujours eu dans mes entreprises un groupe de personnes qui vont courir à la pause déjeuner le midi. Et pour autant, ça dérange personne. Donc, je vois pas pourquoi ça dérangerait d'avoir un groupe LGBT ouvert aux alliés, par exemple, vous voyez. Et donc, en fait, ça, c'est pas mal parce que, en fait, c'est des gens qui vont être proactifs, actifs. Typiquement, je peux penser, les grandes entreprises ont souvent, vous savez, des chars ou des camions lors de la marche des fiertés. D'ailleurs, c'est ce samedi, si jamais vous avez envie d'aller lutter. Vous avez ça, vous avez des interventions souvent qui ont lieu. Donc ça peut être un peu comme aujourd'hui. Voilà, on traite le sujet. Vous voyez, moi, la semaine prochaine, je suis dans une grande banque internationale. En fait, on va simplement témoigner avec une personne trans sur nos parcours, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer dans le cadre du travail. Donc, en fait, ça peut venir incarner beaucoup de politiques. Donc, les Employee Resource Group, c'est très précieux. Et souvent, je recommande aussi, donnez-leur un petit budget pour qu'ils puissent, vous voyez, créer du contenu, animer une channel Slack ou quelque chose sur vos intranets, parce qu'en fait, ils vont y passer du temps. Et ensuite, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, et je ne veux pas qu'on cesse cette conversation sans l'avoir fait, mais c'est les associations. Voilà, elles ont des contenus qui sont prêts, qui sont de qualité, qui sont étayés. Ben, sollicitez-les, et en général, ils sont ravis d'intervenir. Je peux penser aussi à l'association des journalistes LGBT, donc ça, qui ont fait un gros travail sur le glossaire des mots à employer et ceux à proscrire. Voilà, il y a plein de choses à faire, et souvent, quand on demande à ces salariés, on est surpris par le nombre d'initiatives qu'ils ont à l'esprit. Voilà. Et il faut travailler ensemble. Merci, merci beaucoup, Caroline. Donc oui, on a parlé de plein de sujets et donc de plein de bonnes pratiques. En tout cas, voilà pour... Ah voilà, Lydie qui nous demande, auriez-vous des exemples d'associations, s'il vous plaît? Oui, alors déjà, Et Lydie, peut-être en France ou à ouais, l'international. je vais vous donner quelques noms, mais Lydie, si vous avez un secteur d'activité, n'hésitez pas à me le dire parce que ça va m'aider à avoir des idées. Donc, les associations, grande distribution. Les associations SOS Homophobie, l'association des journalistes LGBT, l'autre cercle dont je parlais tout à l'heure. Vous avez le Front Habitat Lesbien. Ça, c'est intéressant. Enfin, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein, mais c'est une association qui n'est pas très connue, qui aide en fait des femmes qui sont réfugiées ou qui sont seules et à la rue, en fait, à avoir un domicile pour pouvoir retrouver un emploi et pour pouvoir recréer aussi du lien social. Dans la tech, je peux nommer Out in Tech, qui est une organisation mondiale. Donc ça, c'est intéressant. Vous aviez Lesbians Who Tech, donc intéressant aussi. En Angleterre, il y a une association dont le nom m'échappe, qui regroupe en fait tous les chefs d'entreprise LGBT. Et donc tous les ans, ils ont une cérémonie, et
C'est hyper renommé. Donc, nous, on n'a pas ça en France. L'autre cercle essaye de le faire. Et la grande distribution, franchement, vous me posez une colle, Lydie, parce que c'est un secteur que je connais pas beaucoup. Vous voyez, l'automobile, l'industrie, j'aurais pu vous répondre. Mais là, eh ben, il va falloir que je fasse mes devoirs et que j'envoie à Carlotta et à l'équipe d'autres noms qui m'échappent. Donc, toutes mes excuses. Tu en as cité beaucoup et je pense que par exemple des associations comme l'autre cercle, en effet, même si c'est pas spécifique à la grande distribution, après voilà, il y C'est a généraliste, donc c'est c'est bien. généraliste bien sûr et nous on manquerait pas l'idée de vous envoyer si jamais d'autres ah oui, on est déjà membre de l'autre cercle, voilà. Et après, au niveau international, vous avez ILGA, par exemple, ou Outright, qui sont voilà, beaucoup voilà, très connus. Yabarose Elodie te pose une autre question. Je souhaiterais, au regard de l'intervention voilà, de ton intervention, je souhaiterais savoir de manière concrète quelles sont les mesures mises en place par votre association pour l'inclusion dans les entreprises des femmes handicapées, surtout celles soumises au handicap invisible. Ah. Alors là, c'est plus pour vous, n'est-ce pas, la question? Yabarose, c'est plutôt pour à destination d'ONU Femmes France ou à destination de Caroline? Oui, oui, c'est plutôt bonjour, désolée, je suis dyslexique, donc j'ai écrit, c'est pas le mot que je voulais écrire. Donc, c'est plutôt à destination de l'UNIFEM France. En fait, c'est par Oui, rapport à l'inclusion des femmes handicapées, surtout celles soumises aux handicaps invisibles qui ne sont pas vues et qui doivent tout le temps crier, rappeler à leur superviseur, par exemple supérieur, que voilà, tel handicap m'empêche de faire telle tâche et tout, que ce sont les actions qui sont mises en place par rapport à cela, par l'UNIFEM France. merci Rose et j'en profite aussi pour dire au revoir à Lydie. Aujourd'hui, on contribue en effet au projet d'ONU Femmes dans le terrain qui travaille également dans ce sujet sur le handicap, pas spécifiquement au sein des entreprises, Rose, pas qu'on sache, en tout cas, il y a beaucoup de programmes qu'on connaît pas forcément exactement dans les détails à destination des entreprises, mais en fait, le handicap fait partie des attentions que ONU Femmes a, notamment vis-à-vis des femmes, parce qu'on le sait, les femmes en situation de handicap sont souvent sont très exposées aux violences, sont très exposées aux discriminations. Et donc, nous, en tant qu'ONU Femmes France, on a l'objectif, en effet, de lever de fonds pour contribuer au projet de terrain d'ONU Femmes. Et aujourd'hui, on n'en fait pas une spécificité vis-à-vis des programmes vis-à-vis du handicap, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, notamment ce sujet. Et je pourrais vous envoyer quelques rapports d'ONU Femmes sur le sujet qui sont très intéressants. Voilà. Merci. Je vois que l'heure est arrivée. Donc, je remercie vraiment beaucoup Caroline pour ton intervention, pour ton temps, pour la générosité de tes propos et ta sincérité. Et je remercie les participants qui ont vraiment, je pense, t'ont écouté avec beaucoup d'attention. Merci à celles et ceux qui ont posé des questions. Et on se revoit le prochain ONU Femmes Talks qui aura lieu normalement le 18 juillet. Préparez-vous parce que ça va être aussi très, très intéressant. Et encore un grand merci aussi à l'équipe, à Doris, à Perrine, qui était aussi connectée, à Charlotte, à toute l'équipe, et à Catherine qui était avec nous, qui était avec nous, qui a posé beaucoup de questions. Merci, merci.